Bonjour à tous et bienvenue à notre webinaire de ce jour sur la réponse des Monsieur, marchés monsieur Ménan, obligataires. Oui, excusez-moi, vraiment, je m'excuse. Monsieur Mbou cherche à se joindre à nous là, mais il n'arrive pas. oui, il peut juste transmettre un mail à mes collègues qui sont dans le bac et qui vont lui apporter des éléments de réponse et l'assister. D'accord, donc tu as entendu, non, Moussafa? Nous sommes Envoie un tous, mail là-bas à l'équipe, ils vont te connecter. D'accord, d'accord. merci, monsieur Ménan. Je vous en prie. Nous sommes live en ce moment et nous avons démarré donc cette session sur la réponse des marchés obligataires face aux effets de la pandémie à Covid-19 dans les zones UMOA et CEMAC. Nous saluons la présence donc de notre audience composée donc de 127 personnes. Il y a eu 127 inscriptions approximatives et mon nom est Guy Menin. Je suis Knowledge Manager au sein du partenariat Making Finance Work for Africa. Vu la densité un peu du contenu de ce jour, je me dépêche de parcourir avec vous le sommaire de ce webinaire qui démarrera par des informations générales sur ce webinaire, suivi d'une brève présentation de Making Finance Work for Africa. À la suite de l'introduction succincte qui permettra en fait de situer le contexte de notre session, nous présenterons les panélistes de ce jour qui, tour à tour, présenteront les tendances et réponses au niveau continental d'abord, ensuite dans la zone monétaire ouest africaine de l'UEMOA et enfin dans la zone de la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale. Dans un peu plus d'une demi-heure, nous démarrerons la série des questions-réponses avec les participants connectés et mettrons fin à cette session aux alentours de 14 heures GMT. Sur les informations relatives à ce webinaire, il durera environ 1 heure, questions et réponses comprises. Les micros des participants sont par défaut mis en sourdine pour un meilleur confort d'écoute. Vous pouvez à tout moment soumettre vos questions euh, via l'un des deux panneaux chat ou Q&A. Des diapositives et un enregistrement de cette présentation seront disponibles dans les 72 heures suivant la conclusion de ce webinaire sur notre portail mfw4a.org. Si vous rencontrez un problème technique, n'hésitez pas à envoyer une demande d'assistance à l'adresse secrétariat@mfw4a.org et notre équipe se fera un plaisir de vous assister. Enfin, n'oubliez pas de remplir le questionnaire qui apparaîtra automatiquement après la session. Et ceci conclut les informations pratiques sur le webinaire. Rapidement, je vais vous présenter Making Finance Work for Africa, qui est une initiative du G8 dont la mission est de servir de plateforme pour non seulement le plaidoyer, mais également le partage des connaissances et la coopération pour un développement du secteur financier en Afrique. Et nous le faisons à travers trois piliers stratégiques qui sont aussi interdépendants, l'inclusion financière, le financement à long terme et la stabilité et la réglementation financière. La recherche et la gestion des connaissances, bien sûr, constituant un pilier transversal. Le partenariat réunit des partenaires donateurs, des gouvernements africains du secteur privé et d'autres secteurs financiers, notamment d'autres acteurs du secteur financier, notamment la Banque africaine de développement, GIZ, l'Agence allemande de développement, l'AFD, l'Agence française de développement, la Banque européenne d'investissement, BEI, le ministère des Affaires étrangères des Pays-Bas, Afreximbank et récemment la Commission de l'Union européenne. Avant de vous présenter nos panélistes de ce jour, je vais également très rapidement essayer de situer le contexte de cette session. Comme vous le savez tous, l'Afrique n'est pas épargnée par cette pandémie qui affecte pratiquement tous les pays. Cette crise, qui était d'abord sanitaire, s'est rapidement muée en une crise économique globale, touchant divers pans des activités économiques d'importance donc structurelle pour nos pays africains. Les matières premières, comme vous le savez, ont vu leur prix chuter, surtout le pétrole, dont les prix qui, bien qu'en ce moment profitant d'un retrait du dollar et d'une légère reprise de la demande, ont quelque peu gagné du terrain, mais restent tout de même inférieurs à ceux de la période précédant la crise. Autre impact significatif,
Ce sont les finances publiques. Et sur les finances publiques, je vais demander à mon collègue de poursuivre sur les slides. Sur les finances publiques, c'est le slide prochain. Euh, voilà, merci. Alors, sur les finances publiques, avec l'augmentation des dépenses de santé publique et la baisse des revenus, les finances publiques de nos pays africains sont fortement mises à mal. Et c'est un peu toute la raison de ce webinaire sur les réponses du marché obligataire qui, comme vous le savez, permet aux États de mobiliser une portion non négligeable de leurs ressources. Pour en parler aujourd'hui, nous avons le plaisir d'avoir quatre panélistes. Monsieur Judicaël Guy est le chargé d'investissement et membre de l'équipe de l'African Financial Market Initiative, AFMI. Il est à la Banque africaine de développement. Bonjour, monsieur Guy. Monsieur Bonjour, Aruna, bonjour. monsieur Aruna Ouedraogo est chef du service des opérations financières au Conseil régional de l'épargne publique et des marchés financiers, le gendarme de la bourse de la zone UEMOA. Bonjour, monsieur Ouedraogo. Bonjour, monsieur. Monsieur Abdul Aziz Halidou est responsable du développement du marché des titres publics à UEMOA Titres. Bonjour, monsieur Halidou, et bienvenue à notre session. Merci beaucoup. Bonjour tout le monde. Bonjour, Monsieur Aboubakar Salao. Monsieur Aboubakar Salao est gestionnaire de la cellule de règlement et de conservation des titres au sein de la Banque des États de l'Afrique centrale et il est également responsable de la fusion des marchés financiers de la CEMAC. Bienvenue, Monsieur Salao. Je vais maintenant donc inviter Monsieur Guilly à nous présenter un peu les tendances globales du marché obligataire, la réponse apportée par la Banque africaine de développement et le rôle de AFMI dans l'approfondissement des marchés de capitaux dans ces deux zones économiques. Monsieur Guilly. Merci Guy, bonjour à tout le monde et merci surtout à Making Finance qui ne cesse de nous accompagner dans cette initiative-là pour développer les marchés africains. Alors, je m'appelle Judicaël Guy, je suis chargé d'investissement au sein de la division des marchés des capitaux de la Banque africaine de développement. Je fais aussi partie de l'équipe AFMI, Africa Financial Market Initiative, qui est une initiative de la Banque africaine de développement dont nous parlerons tout au long de cette présentation. Alors, dans les prochaines slides qui vont suivre, nous verrons un peu l'aperçu des marchés obligataires africains. Quand je dis les marchés obligataires africains, je parle des marchés des titres publics libellés en monnaie locale, comme le titre l'indique. Alors, sur cette slide-là, nous voyons la tendance du marché depuis 2006 jusqu'en 2018. Il y a deux indicateurs sur cette présentation qui sont très importants. D'abord, c'est l'émission. On voit que l'émission passe à peu près 100 milliards de dollars en 2006 pour atteindre 240 milliards de dollars en fin 2018. Pour les encours, on passe de 150, à peu près 150 milliards en 2006 pour atteindre 430 milliards en 2018. Alors, ce qui est important de remarquer, c'est de voir que nous sommes dans une tendance haussière. Et ça, c'est très important parce que les marchés obligataires en Afrique sont des marchés qui sont nouveaux. Et ces chiffres-là, ce que j'aimerais souligner, c'est que, par exemple, pour les émissions, on n'a que 5 pays, si je prends les données 2018, 5 pays qui représentent 80% des émissions en 2018. Pareil aussi pour les encours. Donc, ce qui veut dire que si le reste des pays africains, on en a 54, utilisent les marchés ou bien font recours au marché convenablement comme il se doit, nous aurons une tendance nous aurons une taille de marché assez élevée. Si nous comparons, si nous prenons l'économie africaine dans son ensemble qui tourne autour de plus de 2000 milliards de dollars. Et si nous rapportons ces données-là, notamment les encours sur l'ensemble de l'économie africaine, nous sommes autour de 20%. Donc, ce qui veut dire qu'il y a encore de la marge pour atteindre 600, 700, voire même 1000 milliards de dollars. Alors, c'est un marché, le marché des titres publics africains libellés en monnaie locale est un marché qui est énorme et qui est malheureusement méconnu. La taille de ce marché-là fait par exemple 4 fois
la taille des eurobonds africains. Parce que les données qu'on avait l'année dernière, en avril 2019, sur les eurobonds africains, qui sont les titres émis par les États africains en euros ou bien en dollars, tournaient autour de 100 milliards de dollars. Alors que là, nous sommes à 430 milliards de dollars en termes de taille. Et cette taille-là est dominée uniquement par 5 ou 6 pays. En tout cas, en 80% des cas. Ce qui vous laisse un peu imaginer la marge qu'il y a à avoir si tous les pays s'y mettaient. Donc, sur ce slide, on remarque un autre indicateur du marché, une autre caractéristique de ce marché-là qui est vraiment aussi importante, qui est la maturité. On voit que 80% des pays, environ 80% des émissions sont des émissions à court terme. Et juste quelques pays émettent à plus de 10 ans. Ça, ce sont les problématiques et c'est l'un des aperçus des marchés africains que nous avons actuellement. Next. Alors, sur ce slide-là, on voit les défis auxquels font face les marchés africains. Nous avons vu tout à l'heure que la taille du marché rapportée à la taille de l'économie tourne autour de 20%. Nous avons vu que les 80% des émissions sont modernes, sont des TBIS, comme on le dit. On a aussi vu que 80% du marché est dominé par 5 pays. Alors, quels sont les défis auxquels font face les marchés obligataires africains dans le développement? Alors déjà, il y a un manque de transparence. La transparence n'est pas assez élevée sur ces marchés-là et donc les investisseurs ont du mal à pricer ou bien à savoir exactement quel type de risque auquel ils font face. C'est des marchés qui sont très illiquides, la base des investisseurs est très étroite, elle est dominée généralement dans les pays que nous suivons à 80-90% par des banques. Donc, il y a un travail à faire à ce niveau-là. Il y a une absence dans plusieurs pays de coupe de taux. Il n'y a pas de coupe de taux crédible ou bien souvent même, il n'y a carrément pas de coupe de taux. Alors que nous savons que c'est un instrument du marché assez important qui permet à tous les acteurs du marché de pouvoir évoluer sur les marchés obligataires. Il y a aussi la problématique des SVT et nous voyons que les défis sont énormes en ce qui concerne les marchés obligataires africains. Next. Alors, on vient de voir que les marchés obligataires africains font face à plusieurs défis et ont du potentiel. Donc, face à ce constat, la Banque africaine de développement a lancé en 2008 son initiative, et l'Africa Financial Market Initiative, comme on appelle ça en abrégé AFMI. Alors, cette initiative-là, l'objectif principal et global de cette initiative est d'aider les pays à développer leur marché des titres publics en monnaie locale. Alors, AFMI a principalement 2 piliers. Il y a un premier pilier qui est, on va dire, la dissémination des connaissances, qui est la base des données d'AFMI, à partir de laquelle AFMI aujourd'hui peut suivre 43 pays sur le continent. Et cette base de données-là nous donne une vision globale du marché africain. Les données tout à l'heure dont j'ai parlé viennent de la base de données d'AFMI. AFMI a un réseau de 43 points focaux dans les différents ministères des Finances, dans les différentes banques centrales et dans les différentes agences de régulation qui nous permettent aussi de collecter les données, de les vérifier afin de pouvoir travailler là-dessus. Le second pilier d'AFMI, c'est l'Africa Domestic Bond Fund, qui est un fonds obligataire que la banque a monté pour pouvoir investir directement, acheter les titres directement sur le marché, les titres publics libellés en monnaie locale. Donc, et tout ça est supporté par des assistants techniques qui sont un outil que l'équipe d'AFMI utilise afin d'aider tous les acteurs du marché à développer ces marchés-là et à faire face à ces défis qui se pointent dans les marchés obligataires africains. Next. Alors, ça, c'était du côté d'AFMI. La banque, toujours, qui est une banque très proactive, n'est pas en reste en ce qui concerne la pandémie. Donc, tout de suite, lorsque la pandémie s'est déclarée et que les pays
ont commencé à fermer. On a vu que l'économie s'est quasiment écroulée. Alors, face à ça, la banque a émis un social COVID bond en mars, dont c'est un instrument de 3 ans, hein, dont la taille est de 3 milliards de dollars. Et à côté de ça, il y a aussi une facilité de 10 milliards de dollars qui a été structurée afin de pouvoir aider et les États et les pays qui sont éligibles à ces différents guichets. Donc, voici rapidement la réponse que la Banque africaine de développement a apportée aux différents pays et aux différents acteurs économiques afin de pouvoir soutenir l'économie et afin de la rendre résiliente pour ne pas que tout s'écroule face à cette pandémie-là. Donc, tout à l'heure, si vous avez des questions, Guy, merci pour cette présentation. Merci, M. Guy, pour ce panorama global du marché des obligations en Afrique. Il existe, comme vous l'avez dit, hein, une sous-utilisation des marchés des titres publics en Afrique. La BAD a donc des initiatives spécifiques en faveur des marchés de capitaux dans les zones UEMOA et CEMAC. Et nous y reviendrons certainement au cours de la discussion. Je me tourne maintenant vers le régulateur des marchés financiers de l'Afrique de l'Ouest, afin qu'il nous éclaire un peu sur la situation spécifique dans la zone UEMOA et les initiatives prises pour atténuer les effets de cette crise sur le marché des obligations dans cette zone. Monsieur Ouedraogo, vous avez le micro. Merci bien, Monsieur Ménard. Je veux aussi remercier tous les participants à cette rencontre. Je voudrais également remercier les organisateurs qui nous donnent aujourd'hui une fenêtre afin donc de parler un peu des initiatives qui sont mises en œuvre au niveau donc du Conseil régional de l'épargne publique et des marchés financiers, qui, je le rappelle, est dans une dynamique en fait de changement de dénomination. La nouvelle dénomination qui est Autorité des marchés financiers de l'Union monétaire ouest-africaine et traduit un peu la mission que les autorités de l'UEMOA ont bien voulu confier au Conseil régional de l'épargne publique et des marchés financiers. Alors, c'est un sujet qui est très important pour nous dans la mesure où le marché obligataire représente l'essentiel donc de l'activité au niveau du marché. Mais ce n'est pas une situation qui est spécifique au marché financier ou à notre zone. C'est une situation qui est commune, je vais dire, à la plupart des juridictions émergentes et des marchés frontières. Alors, qui racontent les mêmes problématiques, à savoir que le marché financier est globalement dominé par donc le marché obligataire. Donc, je pense que dans les développements qui vont s'articuler autour de 3 points. D'abord, un panorama de la situation du marché financier régional avant la crise, pour donner un peu comment est-ce que la configuration du marché est, surtout en termes de levée de ressources, en termes d'émissions. Ensuite, dans un deuxième point, juste évoquer quelques éléments qui ont un impact sur les marchés de façon générale au niveau international, mais également au niveau de notre zone. Et puis terminer par les initiatives qui sont en cours au niveau du Conseil régional, afin donc d'accompagner les États, les émetteurs, pour en tout cas essayer d'amortir un peu le choc en termes donc de levée de ressources. Alors, pour comprendre, je disais que le Conseil régional de l'épargne publique a reçu donc sa mission des autorités de l'Union monétaire ouest-africaine, mission qui est consacrée dans l'annexe à la Convention, qui est un peu le texte qui définit un peu l'organisation, le fonctionnement et puis les attributions du Conseil régional. Mais il ne faut pas oublier, c'est que le marché financier même trouve son ancrage dans le traité constituant l'Union monétaire ouest-africaine. Alors, à ce titre, le Conseil régional siège un peu au niveau donc, des instances du marché financier régional, mais également le Conseil régional est chargé, il a en réalité 4 missions qui sont déclinées dans l'annexe à la Convention. La première mission, c'est d'abord réglementer le marché financier. Donc, ce pouvoir d'édicter en fait un certain nombre de règles juste pour s'assurer que tout se passe bien sur le marché financier, lui a été consacré donc dans l'annexe à la Convention. Les 3 autres missions sont beaucoup plus des missions d'exercice, si vous voulez, si je peux m'exprimer ainsi, dans la mesure où les émissions de titres ne sont possibles sur le marché financier régional
que lorsqu'il autorise au moyen donc de visa ou d'enregistrement des opérations. Le Conseil régional également habilite les intervenants du marché, les acteurs à intervenir donc sur le marché, et puis les autorités lui ont aussi attribué donc un pouvoir de sanction pour essayer donc de mettre un peu d'ordre sur le marché lorsque certains acteurs ont des comportements qui sont jugés inappropriés. Alors, le Conseil régional est devenu membre de l'Organisation internationale des commissions de valeurs à partir de l'année 2009, à l'issue donc d'une évaluation que l'Organisation internationale a l'habitude donc de faire pour les autorités de marché. Prochain slide. Alors, je veux juste parler un peu de l'évolution ou du panorama un peu du marché financier avant la crise. Comme je l'ai dit au départ, c'est un marché qui est spécifique dans la mesure où, en fait, c'est un marché qui est un peu commun aux autres marchés en termes de comportement, aux autres marchés des pays émergents et des juridictions frontières, dans la mesure où c'est un marché qui est essentiellement dominé par des titres de créances, par des émissions de titres de créances qui, sur la période 98-2019, a représenté environ 79%. Regarde ce marché, on se rend compte également que les États sont les acteurs, les émetteurs les plus présents sur ce marché, avec un pourcentage qui est supérieur à 80%. Alors, donc, vous comprendrez que le marché obligataire est véritablement un marché pour lequel nous avons un intérêt assez particulier. Alors, lorsqu'on regarde un peu les émissions de titres qui ont été réalisées par les différents acteurs au cours de l'année 2019 et 2018, on se rend compte que la plupart des émissions ont été concentrées soit sur le troisième trimestre ou sur le quatrième trimestre. Prochain slide. Alors, on regarde également le comportement des émetteurs sur ce marché. On se rend compte que l'État du Côte d'Ivoire est, par exemple, celui-là qui concentre les émissions les plus importantes, en tout cas sur la période qui est en revue, qui se situe autour de 27% des émissions. Alors, on se rend compte également que l'année 2019 a été l'année, on va dire l'année où les émissions de titres publics ont été les plus importantes, avec environ 1400, un peu moins de 1500 milliards de ressources levées. Et on se rend compte de plus en plus que les émissions de titres publics et les émissions obligataires de façon générale sont donc en progression. Cela se justifie à plusieurs titres. D'abord parce que les États se sont dotés de plans de développement dans une période récente. Et dans une période avant celle-là, il y avait donc les stratégies d'accélération de la croissance et qui ont fait que les États avaient des programmes d'investissement qui étaient assez soutenus. Alors donc, ces États ont eu beaucoup recours au marché financier régional, en tout cas pour accompagner un peu le financement de ces plans. Next slide. Alors, qu'est-ce qui caractérise également les émissions des États ou de façon générale les émissions des États comparées donc aux émissions de privés? On se rend compte que sur toute la période où les États sont intervenus, c'est-à-dire de 1999 jusqu'en 2018-2019, on se rend compte que les coûts d'endettement des États ont commencé à aller à la baisse. Au départ, on avait des coûts d'endettement de 8%. Aujourd'hui, on est très souvent légèrement, soit autour de 6,50%, mais souvent, on a des opérations qui se situent légèrement en deçà donc de 6%. Alors, on s'est vraiment rendu compte, et quand vous regardez le graphique, le premier graphique, que la durée des émissions s'est également allongée à partir de l'année 2018, où on avait une moyenne de 4 à 5 ou à 5. Maintenant, on se retrouve à partir de 2008 avec une moyenne d'environ 10 ans. Donc, je pense que c'est une bonne chose dans la mesure où ça permet au marché financier donc justement de remplir cette mission-là qui est d'accompagner les économies pour trouver donc des ressources longues sur la base donc de l'épargne intérieure afin donc de financer les investissements. Alors,
lorsqu'on regarde le dernier graphique, le graphique de bas, sur les injections de liquidités, on se rend compte qu'en même temps que le marché obligataire est celui-là qui ponctionne le plus de liquidités sur le marché financier de façon générale, il contribue également à injecter le plus de liquidités. Par exemple, au cours de l'année 2019, c'est environ 744 milliards de liquidités. En termes, donc quand je parle d'injonction de liquidité, je veux surtout parler de paiement des intérêts et de remboursement du capital. Donc, c'est environ 744 milliards qui ont été injectés pour des émissions, comme je l'ai dit, de 1400 milliards. Donc, on se retrouve un peu autour de 745 milliards, 49 milliards de nouvelles opérations qui sont réalisées ou de nouvelles ressources qui sont ponctionnées donc, sur le marché. Prochain slide. Alors, quelle est la situation aujourd'hui ou du moins de l'impact de la pandémie à coronavirus sur les marchés financiers? Ce que nous avons observé, je pense que c'est un rapport de Standard & Poor's qui est sorti la semaine dernière qui a permis donc de faire ce constat, c'est que de plus en plus, les émissions au niveau international sont en train d'être orientées sur des émissions d'obligations sociales. Tout simplement parce que ce sont des types d'instruments financiers qui ont essentiellement objectif pour accompagner les émetteurs pour trouver des solutions par rapport à certains secteurs clés, notamment le secteur de la sécurité alimentaire, l'accès à l'éducation et puis également le secteur des soins de santé. Alors, l'autre constat également que nous avons fait, c'est que à la faveur donc de l'initiative Debt Services Suspension Initiative du G20, certains pays du G20 ont donné un peu un moratoire aux États pour pouvoir réorienter leurs revenus vers les secteurs, en tout cas vers la lutte contre la pandémie à coronavirus. Alors, c'est une situation qui a fait que certaines agences de dotation ont revu à la baisse les perspectives pour certains États. Et je pense que l'une des conséquences sera que le coût d'émission ou du moins d'intervention des États éventuellement sur le marché international sera plus élevé. Alors, c'est une opportunité pour le marché financier régional et pour les marchés de façon générale en monnaie locale d'intervenir comme étant véritablement une alternative pour le marché des eurobonds en donnant la possibilité aux États de poursuivre en fait le financement de leurs investissements et effectivement également de trouver des solutions qui permettront aux États de financer surtout la lutte contre la pandémie à coronavirus. Alors, quelles sont les initiatives qui ont été menées au niveau du Conseil régional? Je pense que ce sont des initiatives qui, de façon générale, s'inscrivent dans le cadre donc, des réformes que nous avons engagées depuis 2014 pour permettre au marché financier d'être plus profond, pour permettre au marché financier d'être plus diversifié et pour sécuriser également les investissements et les interventions donc, des investisseurs. Mais avant, je pense que dès le déclenchement donc, de la crise, en tout cas dès l'instant que dans nos pays, les autorités publiques ont commencé donc à prendre des mesures, au niveau du secrétariat général du Conseil régional, nous avons pris également un certain nombre d'initiatives pour accompagner justement les différents acteurs économiques. Je veux m'arrêter peut-être sur une ou deux initiatives assez importantes. La première, c'est que nous avons poursuivi le traitement en fait, de l'examen des dossiers et nous nous sommes rendus compte que si on fait le décompte aujourd'hui, c'est autour de 15 opérations qui ont été totalement réalisées depuis le déclenchement donc, de cette pandémie. Alors qu'en moyenne, on se retrouve autour d'une vingtaine, d'une trentaine d'opérations par an. Je pense déjà que les 6 premiers mois nous ont donné raison qu'il fallait donc poursuivre l'examen donc des demandes d'émissions. Alors, nous avons aussi communiqué à l'endroit donc des émetteurs et des investisseurs, tantôt pour attirer l'attention des émetteurs sur la nécessité de renforcer la communication financière à travers donc les canaux habituels, et tantôt pour attirer l'attention des investisseurs sur le fait que
la pandémie à coronavirus peut avoir donc des impacts importants sur le cours des titres, mais également sur la capacité financière des sociétés cotées. Prochain slide. Quelques autres initiatives. Prochain slide, s'il vous plaît. D'autres initiatives que nous poursuivons toujours, nous nous sommes assurés que l'accès au système de négociation est toujours possible et que ça se fait. Les cotations ne se sont pas arrêtées, les cotations se sont poursuivies, mais je voudrais quand même rappeler que au cours donc de cette période, la BFM, par exemple, a continué à admettre donc les obligations, surtout les obligations d'État dans son système, et que la première cérémonie véritablement virtuelle, et je pense que ça également, c'est un exemple, c'est un exemple que la BFM va certainement rééditer, de pouvoir faire les cérémonies de cotation virtuelles, parce que l'un des objectifs aussi au niveau donc du secrétariat général du Conseil régional, c'est de pouvoir réduire les délais d'admission à la cote des titres qui sont émis par les émetteurs pour justement permettre aux investisseurs d'exercer leurs droits. L'autre élément, je pense qu'en termes de proactivité, il faut également relever que je pense que nous avons pris des décisions, Conseil régional, nous avons pris des décisions en 2018 et en 2019, décisions qui donnent aujourd'hui parfaitement raison qu'il fallait y aller, dans la mesure où les mesures qui ont été mises en œuvre permettent aujourd'hui facilement d'accéder au système de négociation. C'est par exemple la bourse en ligne qui a été mise en place, dont le dispositif réglementaire a été mis en place en décembre 2018, mais les premières autorisations pour véritablement accéder et transiger à partir donc de ce dispositif-là ont été accordées aux acteurs du marché en juin 2020. Je voulais tout simplement rappeler que dès l'instant que le système a été mis en place, les acteurs du marché ont jusqu'à la fin de l'année 2020 pour se conformer à ce dispositif-là. Donc, les premières autorisations ont été données pour faciliter cet accès. Nous avons aussi publié un guide pour l'émission d'obligations vertes, d'obligations sociales et d'obligations durables avec l'appui d'un partenaire technique au développement. Guide que nous avons publié en mars 2020 sur la base donc des principes édictés par l'ICMA, l'ICMA qui est l'association des marchés financiers. Alors, été facilité du fait que le Conseil est également signataire de la déclaration des marchés financiers de Marrakech, déclaration qui incite les acteurs du marché, y compris régulateurs, bourses, dépositaires, mais également les sociétés, à aller un peu vers des émissions durables et à aller vers des émissions sociales et des émissions vertes. Parce que les questions environnementales sont aussi des questions qui sont discutées au niveau des régulateurs pour voir comment est-ce que les marchés financiers peuvent contribuer justement à ces problématiques-là. Je pense qu'aujourd'hui, on a un certain nombre d'exemples aujourd'hui qui donnent raison. Lorsqu'on regarde aujourd'hui la situation pluvieuse et son impact en termes donc de protection des populations, mais également probablement sur l'économie au niveau donc du littoral africain. Et lorsqu'on regarde aujourd'hui la pandémie à coronavirus et ses implications, je pense que ça donne un peu raison qu'il fallait mettre en place ce genre de cadre de discussion et de mécanismes de plaidoyer pour que les marchés financiers puissent aussi contribuer à tous ces situations. Alors, je voulais très rapidement terminer, pour ne pas trop prendre de temps, très rapidement terminer sur une initiative qui est actuellement en cours, qui a été mise en place. D'abord, dans le cadre donc, de l'accélération de la cadence des réformes, ce qu'on a fait, c'est qu'on a révisé les conditions d'émission des États sur le marché financier régional, mais également les conditions d'émission des emprunts obligataires par placement privé
notamment en relevant le montant parce qu'aujourd'hui, la pratique est beaucoup plus approfondie, la pratique est un peu plus maîtrisée que par le passé. Donc, il n'y a pas de raison que les montants ne soient pas revus à la hausse. Mais également en définissant une procédure qui est beaucoup plus adaptée pour les États afin donc d'intervenir sur le marché. Au départ, les États, lorsqu'ils intervenaient sur le marché, les émissions pouvaient prendre autour de 158 jours. Je pense qu'avec ce nouveau dispositif que nous avons mis en place, le délai maximum pour les États depuis le démarrage de l'opération jusqu'à l'admission des titres à la cote, il est autour de 25 jours ouvrés. Donc, je pense que c'est une très belle initiative et qui permettra donc d'accélérer un peu les procédures. Donc, et d'autres initiatives qui sont en cours, mais je pense qu'on aura l'occasion de revenir sur ces initiatives. Bien sûr. Merci, hein, monsieur Ouedraogo. Vous avez effectivement mis un accent particulier sur l'adéquation de vos procédures donc à la conjoncture actuelle. Chers participants, maintenant vous pouvez d'ores et déjà nous adresser vos questions aux panélistes. Nous allons toujours rester en Afrique de l'Ouest pour demander à monsieur Abdulaziz Alidou, qui est le directeur du développement à UEMOA Titres, pardon, pas le directeur, le responsable du marché des titres publics à UEMOA Titres, de faire un tour d'horizon des actions menées par son institution. Monsieur Alidou. Merci, monsieur Ménan. Bonjour tout le monde. Et je me joins au prédécesseur pour vous remercier pour cette initiative, pour nous donner l'opportunité de présenter un peu nos actions, mais aussi d'avoir un cadre d'échange entre les différentes régions, CEMAC et zone UEMOA. Alors, donc là, je travaille au sein de l'agence UEMOA Titres, qui est une institution sous-régionale des 8 États de l'Afrique, de l'Union monétaire ouest-africaine. Et notre rôle est d'apporter un appui aux États membres de l'Union dans la mobilisation des ressources sur les marchés des capitaux. Donc, notre site internet est disponible pour peut-être donner un peu plus d'informations sur la présentation institutionnelle. Alors, par rapport au contexte Covid, je voudrais peut-être juste évoquer avec vous la perspective, en tout cas l'impact d'un point de vue finances publiques, puisque les marchés financiers viennent un peu en appui à un équilibre au niveau des finances publiques. On a un contexte où nos États ont dû faire face, et pas que d'ailleurs, c'est plus large que cela en termes d'impact géographique, nos États ont dû faire face à un choc exogène qui a engendré une baisse des recettes et une hausse des dépenses. Baisse des recettes puisque du fait de l'impact, il y a eu des mesures qu'il fallait prendre pour réduire un peu les canaux de transmission de la pandémie. Donc certains secteurs économiques ont été fortement impactés. Et en même temps, il fallait aussi avoir un plan de riposte sanitaire pour pouvoir juguler et réduire les impacts d'un point de vue sanitaire auprès de la population. Et par ailleurs, avec ce ralentissement économique, il faut dès à présent commencer à élaborer et mettre en œuvre des plans de relance justement de cette économie, ce qui va engendrer une hausse des besoins. Alors de l'autre côté, il y a la nécessité d'apporter un appui à l'économie réelle. Donc au niveau de la zone UEMOA, les États ont des initiatives dans ce sens-là, mais des institutions telles que la Banque centrale a également pris certaines mesures pour accompagner le système bancaire et voire même l'économie réelle dans ces canaux-là. Dans le cadre de sa politique monétaire notamment, on verra ça un peu plus tard. Et il y a également l'appui des partenaires financiers de nos États, que ce soit la Banque mondiale, le FMI ou d'autres institutions partenaires. Julie Cahill évoquait tout à l'heure le moratoire sur le service de la dette. C'est une option. Il y a eu également la nécessité de recourir à des appuis budgétaires, donc des fonds d'urgence pour pouvoir faire face à ces situations inédites. Et il y a également le recours au marché des titres publics, donc, qui est un marché d'émission par voie d'adjudication. Alors, le premier point sur lequel on a dû très rapidement proposer aux États et sous l'égide de la Banque centrale apporter une solution, c'est que les appuis des partenaires financiers, certains peuvent faire les décaissements, on va dire, très rapidement. D'autres institutions ont des procédures qui font que les décaissements doivent suivre tout un processus pour pouvoir mettre à disposition des États cette liquidité. Alors que nous sommes dans une situation d'urgence. Donc, la Banque centrale a proposé la mise en place de titres qu'on appelle bons social Covid. On verra cela un peu plus en détail tout à l'heure. Vont servir de bridge loan entre la possibilité de lever des montants assez significatifs sur le marché local pour pouvoir permettre aux États de faire face à ces urgences,
en attendant le décaissement auprès de ses partenaires techniques une fois que leur processus serait fini. Donc, je vais peut-être présenter un peu ces bons social Covid, si on peut passer au slide suivant, s'il vous plaît. Ces bons social Covid, ce sont des bons du Trésor à maturité 3 mois. Tous les États membres de l'Union ont émis des bons social Covid. Donc, sur cet aspect, ça reste des obligations, des bons du Trésor classiques. Le mode d'émission est le même qu'on a eu à opérer jusque-là. C'est une émission par voie d'adjudication, donc une mise en concurrence entre les différents investisseurs, notamment le secteur bancaire. Là où vient la particularité de ces produits-là, c'est que on a, parce qu'il y a la mobilisation des ressources, mais le coût de la dette, l'impact sur le coût de la dette est également une préoccupation. Il a été retenu d'avoir des propositions, en tout cas des offres ne dépassant pas 3,75% dans ce contexte de crise-là. Ces titres ont l'avantage de permettre aux banques commerciales de la zone de pouvoir présenter ces titres-là à un guichet spécial de refinancement mis en place par la Banque centrale, où le refinancement leur est possible à hauteur à 2,5%. Et en plus de cette facilité de refinancement qui est proposée par la Banque centrale en complément de ces guichets classiques, c'est que ces montants mobilisés ne viennent pas impacter les ratios de 35% qui sont imposés aux banques. Donc aujourd'hui, les banques peuvent se refinancer à hauteur de 35% de leurs réserves obligatoires. Là, avec les bons social Covid, on ne vient pas impacter ce ratio-là. Donc, cette opération, c'est un ensemble d'opérations qui s'est étalé de tout fin avril et courant mai. Donc, il y a eu différentes opérations qui ont été menées. Pour l'ensemble des États, les montants qui ont été mobilisés, l'ensemble des montants, on est à 1172 milliards mobilisés sur les maturités à 3 ans en moins d'un mois. Et au niveau des coûts, on constate aussi que les taux moyens pondérés de ces émissions sont à 3,14%. Bien sûr, il y a des disparités sur les États. Et les taux marginaux moyens sont à 3,22%. Pour rappel, le maximum qui était envisagé au niveau des États, c'était le 3,75%. Donc, ce mécanisme d'adjudication a également permis, via cette mise en concurrence, de permettre aux États non seulement de lever des montants conséquents, également d'avoir aussi des taux assez compétitifs dans ce domaine-là. Et on voit aussi l'appétence que les investisseurs avaient sur ces produits-là, puisque les taux de couverture moyens était autour de 370%. Donc, le ratio entre les montants souhaités et les montants offerts par les investisseurs. Donc, voilà un peu une présentation peut-être synthétique de ce programme Covid, assez circonstancié. Maintenant, pour regarder peut-être avec un peu plus large dans le rétroviseur, si on regarde sur le premier semestre 2020, sur le marché des titres publics émis par voie d'adjudication, on se rend compte qu'on a pu mobiliser des ressources sur quasiment toutes les maturités jusqu'à 10 ans. Sur le pilier à 3 mois, on voit 1400 milliards, mais il faut avoir à l'esprit que de ces 1400 milliards, il faut retrancher les 1100 milliards correspondant aux opérations Covid. Donc sur ce pilier, on est plutôt aux alentours de 300 milliards. Et on se rend compte que les deux autres segments où les États ont mobilisé le plus de ressources, donc ce sont sur les segments de 3 ans et 5 ans, ce qui nous conforte dans l'appréciation de la capacité de résilience du marché des titres publics, qui, malgré un contexte de crise et toutes les inconnues auxquelles font face les investisseurs, ils ont quand même jugé la qualité de signature des États assez intéressante pour pouvoir se positionner sur des maturités essentiellement à 3-5 ans. Et il y a même eu des émissions sur des maturités de 7 et 10 ans. Donc ça, c'est un peu pour donner la perspective sur le réaliser plutôt, on va dire, sur le semestre 1. Pour maintenant voir comment nous voyons les choses en termes de perspective. Si on fait un comparatif avec 2019, sur toute l'année 2019, l'ensemble des États ont mobilisé 3180 milliards sur le marché des titres publics. On se rend compte que déjà à juin 2020, le marché des titres publics a permis aux États de lever 3500 milliards, y compris les opérations Covid. Donc ça démontre aussi la marge, en tout cas une hausse assez significative de la capacité d'absorption des besoins de financement des États. Et si on a cette approche prospective en tenant compte des prévisions de montants à lever sur les 3e et 4e trimestres, on devrait atterrir à fin 2020 sur des montants mobilisés de l'ordre de 5400 milliards. Donc, ce qui ferait quasiment 70% de plus que
ce qui a été réalisé sur 2019. Donc, ces éléments nous permettent en tout cas de constater que le marché des titres publics a pu, dans un contexte de crise, permettre aux États de recourir à des fonds d'urgence qui vont servir de pré-relais par rapport à ce que j'ai énoncé tantôt, par rapport au financement dont le processus de décaissement nécessite un certain temps. Mais ça montre également que malgré le contexte de crise, les investisseurs ne sont pas uniquement sur le segment court terme, ils se projettent sur des maturités de 3, 5 ans, 7 ans, 10 ans. Donc, ça traduit aussi la capacité de résilience du marché, la confiance qu'ont les investisseurs dans les signatures de nos États et la possibilité pour nos États de lever des ressources de plus en plus longues. En plus de ce constat plutôt, je pense que s'il faut regarder un peu sur comment en tout cas piloter davantage ce marché, dans ce contexte de crise, il faudra avoir un cas plus attentif sur le risque de financement, avoir un suivi beaucoup plus ferme, notamment sur le programme Covid, pour voir comment on va gérer ces positions-là une fois à l'échéance. Bien sûr, tous les émetteurs au niveau des services de dette veillent attentivement à la viabilité de la dette, puisque la baisse des sources de financement extérieures, la quasi-impossibilité de recourir aux marchés internationaux dans le contexte actuel fait qu'il y a un impact sur les stratégies. Donc, il faudra veiller à ce que tout cela soit bien géré. Et l'un des enseignements aussi que nous tirons par rapport aux opérations menées sur le marché de titres publics dans ce contexte Covid, c'est que nous avons remarqué qu'il était nécessaire d'avoir une très bonne communication et coordination avec tout l'écosystème du marché. Sur le lancement des produits social bon Covid, nous avons eu à organiser une conférence téléphonique avec l'ensemble des investisseurs de la zone UEMOA, la Banque centrale, les émetteurs et l'agence UEMOA Titres. Nous avons eu quasiment 150 participants pour présenter de manière opérationnelle le programme, répondre aux interrogations des investisseurs, et ce qui a permis dès la semaine suivante de lancer tout de suite les opérations. Donc on se rend compte que c'est vraiment capital. On a évoqué les moratoires tout à l'heure et les préoccupations par rapport aux notations des agences. Donc les agences de notation également, il faudrait avoir cette logique de transparence par rapport à ces acteurs-là. Et il faudra aussi qu'on intensifie les efforts de développement et d'approfondissement des marchés obligataires locaux, puisqu'on se rend compte que dans cette situation de crise, ce marché marché local de la dette souveraine a permis aux États de lever des fonds non négligeables. Et donc, il faudrait poursuivre ces États-là, ces efforts de développement de marchés obligataires locaux au niveau de nos différentes zones. Voilà ce que je voulais partager avec vous. Et j'imagine que dans les phases de questions-réponses, on pourra peut-être revenir un peu plus en détail sur certains éléments. Bien sûr, bien sûr. Merci infiniment, Monsieur Alidou. Vous avez, en bref, réussi à mobiliser à juin 2020 pour le compte des États de la zone l'équivalent du total des sommes levées l'année dernière, ce qui est une excellente performance. Nous débuterons à la suite de la présentation de Monsieur Salao notre discussion et également la série des questions-réponses. Monsieur Salao est gestionnaire de la cellule de règlement et de conservation des titres et également responsable de la fusion des marchés financiers de la CEMAC au sein de la Banque des États d'Afrique centrale. Monsieur Salao, la question pour vous, c'est comment se comporte le marché obligataire dans la zone CEMAC? Vous avez la parole. Merci, Monsieur Menon. Je salue tous les participants. Alors, donc, comme c'est indiqué, mon intervention va porter sur 4 points. Le contexte macroéconomique de la CEMAC, les mesures de politique monétaire en riposte à la crise par la Banque centrale, et puis l'évolution en 3e partie du marché des valeurs du Trésor dans la CEMAC, et la perspective du marché des titres publics de la CEMAC. D'abord, je définis la CEMAC. La CEMAC, c'est la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale, qui comprend 6 pays, le Cameroun, la République centrafricaine, le Congo, le Gabon, la Guinée équatoriale et le Tchad. Dans mon document que j'avais envoyé, j'ai rappelé effectivement l'environnement international. Bon, ce n'est pas la peine puisque tout le monde le connaît.
S'agissant de l'environnement économique de la CEMAC, la Banque centrale a réalisé des scénarios en se basant sur 3 séries d'hypothèses concernant notamment le cours du pétrole, la production pétrolière et la durée de la crise. Alors, pourquoi nous mettons l'accent sur le pétrole? Les 6 pays de la CEMAC, parmi les 6 pays de la CEMAC que j'ai cités, 5 sont producteurs de pétrole et leur économie dépend beaucoup du pétrole. Le poids du pétrole est très, très important dans ces économies. On peut donc passer maintenant aux résultats des prévisions effectuées par la Banque centrale. Vous voyez que... non, continue. Passez à l'autre stage, s'il vous plaît. Vous me suivez? Oui, très bien, allô, monsieur. OK. Donc, vous voyez que d'après le scénario optimiste, le taux de croissance baisserait, donc serait négatif de 3,1%, l'inflation 2,1%, le solde budgétaire va se creuser. Donc, ça veut dire, comme il a été dit par mes prédécesseurs, les finances publiques vont se dégrader profondément. Le solde extérieur courant aussi va se dégrader. Les créances nettes sur le gouvernement, sur le système bancaire, du système bancaire, pardon, sur les États va aussi s'accroître. Et le taux de couverture extérieure de la monnaie devrait baisser légèrement. Bon, les autres scénarios sont complémentaires. Il y a le scénario de base sur les, disons, effectués par rapport aux données obtenues du FMI, par rapport aux prévisions du FMI, et puis vraiment le scénario pessimiste par rapport aux indicateurs que nous avons vus tout à l'heure. Mais la tendance aujourd'hui, c'est vers le scénario optimiste. On peut passer, s'il vous plaît? Alors, pour faire face à cette pandémie, la Banque centrale, donc la Banque des États de l'Afrique centrale, qui est la banque commune à ces 6 pays que je citais, a pris un certain nombre de mesures pour faire face à cette pandémie. Donc, elle a baissé son taux directeur qui est passé de 3,50 à 3,25. Elle a, dans le cadre de la gestion de la liquidité bancaire, elle a arrêté ses opérations de ponction de liquidité qui avaient commencé en début d'année 2020 pour passer cette fois-là plutôt à une injection dont le volume théorique est passé de 250 à 500 milliards de francs CFA. Elle a aussi décidé de la baisse des décotes applicables aux effets publics et privés acceptés comme collatéral, financement de la Banque centrale. Elle a en même temps élargi la gamme des actifs. Et pour ce qui nous concerne, le comité politique monétaire a recommandé une flexibilité, donc notamment des conditions d'émission des titres publics. Donc désormais, nous ne sommes plus rigides sur l'application des calendriers d'émission et nous sommes aussi très flexibles sur, par exemple, les délais d'une émission. Parce que normalement, il y a un jour de départ et une date d'échéance. Faut passer. Alors, je rappelle que ce rappel est important parce que le contexte a beaucoup changé, notamment un ralentissement de l'activité économique. La Banque centrale a
donc pris des mesures pour que les banques, qui sont les principaux acteurs sur le marché des titres publics, aient suffisamment de la liquidité pour venir souscrire évidemment aux émissions des États. L'évolution de ce marché des titres publics de la CEMAC a connu vraiment des évolutions très importantes ces 3 dernières années. Comme a rappelé M. Guilly, c'est un marché naissant chez nous aussi. Nous avons démarré en 2011 et vous voyez que le montant vraiment des émissions a augmenté, a évolué de manière, disons, régulière pour connaître une évolution extraordinaire en 2019. Et cette tendance est confirmée en 2020. Nous pouvons aller sur l'autre. Est-ce que vous m'entendez? Ah là là. Vous m'entendez? Oui, monsieur. Monsieur Ménard, oui, vous m'entendez? Oui, monsieur Salao, nous vous entendons parfaitement. Vous pouvez continuer. Nous avons quelques petites difficultés techniques, mais c'est bon, nous vous entendons. Vous pouvez continuer, monsieur Salao. C'est 1 000 milliards en 2016. Les émissions. Donc, les émissions sont passées de 1 000 milliards en 2016 à près de 3 000 milliards en 2019. Et pour 2020, de janvier à mai, sur les 4 mois, nous sommes déjà à 1 200 milliards en termes d'émissions. Donc, vous voyez que l'évolution est vraiment fulgurante. On peut passer sur l'autre slide, s'il vous plaît. Et les encours aussi ont beaucoup augmenté, évidemment. Vous voyez qu'en 2018, on était à 1 100 milliards. On a doublé l'encours en 2019. Et sur les 4 premiers mois de l'année, nous sommes déjà à 2 353 milliards d'encours. Et je peux vous dire que les prévisions d'émissions du 3e trimestre indiquent également une forte augmentation, normalement, des émissions et de l'encours. On peut passer à l'autre slide. Alors, s'agissant des taux de souscription, disons que c'est là où on sent vraiment l'effet de la crise. Vous voyez, concomitamment à la hausse des émissions, puisque en moyenne, nous sommes à un taux moyen, nous sommes à 22% sur les 4 premiers mois de l'année 2020 contre 155 en moyenne sur 2019. Mais pour l'instant, donc, ce taux reste quand même appréciable. On peut passer à l'autre slide, s'il vous plaît. S'agissant maintenant du coût moyen, le taux d'intérêt moyen des émissions, vous voyez qu'il y a un léger renchérissement, notamment pour les BTA. En moyenne, le taux de BTA se rapproche de 5%, tandis que celui des OTA reste stable. Et en moyenne,
nous sommes autour de 5% pour le taux moyen des deux lignes de titre. Alors, ça avait été dit lors de notre test, je le confirme, les principaux détenteurs des titres publics dans notre zone demeurent les banques SVT. C'est un effort qui est en train d'être fait pour permettre au marché secondaire de devenir un peu plus dynamique, de manière à ce que les banques acceptent de céder, parce qu'on a deux problèmes. Monsieur Guy, dans son intervention, parlait d'insuffisance d'information. C'est le cas chez nous. Donc, il y a des efforts qui sont fournis pour intensifier l'information du public, pour amener les SVT à informer leurs clients de l'existence de ces titres et de la possibilité pour les clients de les acquérir. Il y a ça. Et puis, on va voir tout à l'heure dans les perspectives, nous avons aussi renforcé, dans le cadre de la révision du cahier des charges, les obligations des SVT quant à l'animation du marché secondaire. Alors, comme vous le savez, nous sommes 6 pays, certes avec un seul marché, mais avec 6 pays, donc nous tenons quand même les statistiques pour voir quels sont les investisseurs qui détiennent les titres. Vous voyez que les titres sont majoritairement détenus par les banques du Cameroun, suivis de celles de la Guinée équatoriale, du Tchad et du Gabon. Bon, ça, c'est quelques statistiques sur le marché secondaire, juste pour indiquer que justement les mesures qui sont prises, on commence à avoir des effets, même si les montants ne sont pas importants, mais on voit que ce marché vraiment prend de plus en plus son envol. Et ça va être très, très important. Là, ça me permet de dire que nous sommes totalement en phase avec nos prédécesseurs, notamment M. Guy et M. Haruna Ouedraogo, pour dire que nous pensons que le marché des titres publics actuellement est sous-utilisé. Il faut donc le développer pour permettre aux États de se financer à travers ce marché qui est en tout cas très intéressant pour eux, aussi bien en termes de capacité de mobilisation d'épargne, quand on sait que dans notre zone, nous sommes aujourd'hui à plus de 2500 milliards de francs CFA de surliquidité. Donc, la marge est très importante. Et nous avons aussi l'ambition, ça a été dit, de faire en sorte que nos États s'endettent plutôt à l'intérieur que d'aller sur les marchés de eurobonds qui coûtent très cher et qui présentent un risque de change très élevé. Et justement, pour ce faire, avec l'appui de AFMI, que je remercie ici, nous avons révisé le cahier des charges en juillet 2018 et ces révisions ont été consacrées par les textes à fin 2019. Vous savez, avec 6 pays, pour faire aboutir des réformes, ce n'est pas facile, mais les réformes ont abouti. Et nous avons listé là toutes les principales innovations qui ont été amenées. Et par ailleurs, justement, pour briser cette asymétrie d'information, nous avons créé un bulletin, dit bulletin trimestriel du marché des titres publics de la CEMAC, qui est publié régulièrement depuis mars 2018. Nous avons pu rattraper le retard de départ que nous avions. Et donc, aujourd'hui, nous sommes le numéro 8 est disponible. Nous sommes en train de sortir le numéro 9 pour être à jour, donc celui de mars 2020. Donc, voilà brièvement, disons,
décrit l'évolution de ce marché qui est naissant, mais qui en même temps a pris beaucoup d'ampleur. Vous avez dû vous rendre compte que les États désormais en font un outil important de financement. Vous voyez que sur les 4 mois, les États ont pu lever 300 milliards de francs CFA supplémentaires. Quand on sait qu'en dehors de ce marché, il est pratiquement impossible aux États d'avoir ce montant en si peu de temps. Bien sûr. Voilà. Donc voilà, brièvement présenter le marché et ses perspectives. Voilà. Mais vraiment, je tiens à remercier la AFMI, la BAD, pour leur soutien parce que nous avons fait toutes ces réformes grâce à leur appui technique et nous sommes en train, avec toujours leur appui, de continuer les réformes de manière à faire en sorte que ce marché soit transparent, qu'il soit efficace et qu'il aille même, nous avons l'ambition d'attirer les capitaux hors CEMAC. Et d'ailleurs, je peux vous dire que c'est déjà le cas, même si ce n'est pas encore très important. C'est bien noté, M. Salo. En tout cas, merci beaucoup pour ce tour d'horizon. Vous avez déjà, vous aurez l'occasion au cours de la série de questions-réponses de répondre à quelques questions qui nous sont déjà parvenues de la part de nos participants. Tout ce qu'on retient déjà, c'est que le marché en Afrique centrale reste également sous-utilisé. Les réformes que vous avez initiées dans la zone se poursuivent pour améliorer un peu la contribution du marché des obligations au financement des États. Petite information sur le temps, nous allons accorder environ une quinzaine de minutes à la discussion, prendre les questions de l'audience. Nous sommes désolés d'avoir excédé le temps imparti. Tous les participants donc peuvent continuer à soumettre leurs questions via les panneaux de discussion Q&A ou chat. Nous allons tout de suite démarrer avec une question à M. Guilly. M. Guilly, vous avez donc évoqué les défis de ces marchés obligataires, notamment la liquidité du marché qui demeure un critère très important pour les investisseurs. Est-ce que vous pouvez nous donner un peu plus de détails sur la complexité un peu de ce critère-là et les initiatives qui sont prises par les DFIs et notamment la Banque africaine de développement en faveur du développement du marché des capitaux? Merci Guy pour cette question. Alors, de manière très simple, la liquidité consiste, par rapport à un titre, consiste à le vendre ou à l'acheter sans qu'il y ait forcément une distorsion sur le prix. Et donc, en face, il faudrait qu'il y ait les deux participants, c'est-à-dire un acheteur et un vendeur pour que ça aille plus vite et pour que ça soit plus fair, comme on le dit, que les titres en question aient une valeur juste. Alors, nous, on remarque que sur les marchés obligataires africains, c'est très difficile d'avoir des transactions. Bon, le fait que ces marchés-là soient aussi naissants donne une partie de l'explication. Et ce qui fait que sur ces marchés-là, il n'y a pas vraiment tous les acteurs qu'il faut pour animer le marché secondaire comme il se doit. C'est un marché qui est dominé pratiquement par les banques. Et donc, ces banques-là ont un comportement qu'on appelle dans le jargon buy and hold. C'est-à-dire qu'elles achètent et puis elles gardent jusqu'à maturité. Parce qu'il faut dire aussi que les titres publics sont des titres avec un bon risque. Parce que nous, on suit quasiment 43 pays. Nous avons près de 60 000 titres dans notre base de données. Sur aucun de ces titres, aucun État n'a jamais fait défaut sur aucun de ces titres. Donc, généralement, c'est un risque que les banques comprennent, c'est un risque que les acteurs du marché comprennent et ceux qui en possèdent ne veulent pas s'en débarrasser. Alors, nous, on sait que c'est important d'animer le marché. Donc, il y a des initiatives que nous prenons. Par exemple, on a travaillé, comme M. Salao l'a dit tout à l'heure, dans la zone CEMAC avec la CRCT, en vue de réviser le cahier des charges des SVT. On a travaillé aussi sur la révision de la coupe des taux dans cette zone-là. On a travaillé avec la Tunisie, par exemple, sur son cahier des charges aussi d'SVT. Et nous avons un certain nombre d'initiatives que nous mettons en place afin d'améliorer la liquidité sur ces différents marchés-là. Alors, l'une des initiatives, la nouvelle, la plus récente, si je peux dire ça comme ça, c'est un fonds, un trust fund
actuellement que nous avons pu structurer. Et celui-là même qui a conçu et structuré ce fonds-là, c'est Albin Kakou. Albin Kakou, qui est le nouveau coordinateur d'AFMI, que je salue au passage. Et donc, ce fonds-là, il est doté de 10 millions de dollars. Donc, ces 10 millions de dollars sont prêts à accompagner le développement de ces marchés obligataires-là, quel que soit le domaine, que ce soit le rating, que ce soit la liquidité, que ce soit l'élargissement de la base des investisseurs. Donc, nous sommes en train actuellement, on a déjà reçu des requêtes et nous travaillons. Et donc, si vous avez des questions ou bien si vous avez des problématiques de développement dans vos pays, vous pouvez nous contacter. Simplement qu'aujourd'hui, les 10 millions de dollars sont, je vais dire, réservés uniquement à la zone ouest. Donc, dans les années à venir, c'est-à-dire que dans 2-3 ans, on va certainement élargir à toutes les régions de l'Afrique. Donc, ces 10 millions-là sont réservés pour les assistants techniques et elles sont réservées pour le moment, comme je l'ai dit, à la zone ouest. Nous allons certainement élargir à toutes les régions d'Afrique pour accompagner le développement des marchés obligataires. Merci. C'est bien noté. C'est bien noté, M. Guy. Merci pour votre réponse. Une question maintenant pour M. Ouedraogo. Vous avez mentionné au cours de votre intervention l'importance grandissante des obligations et produits financiers dits sociaux. Mais en même temps, M. Guy a indiqué l'absence de transparence comme étant un frein au développement du marché. Pouvez-vous nous dire un peu plus sur votre perception de ce problème de transparence et ce que le régulateur du marché financier ouest-africain fait pour améliorer cette transparence sur le marché? C'est une question qui est revenue aussi et qui a été posée par Stéphanie Capdeville, et elle qui aborde cette question sous un autre angle, celui de la certification, le mécanisme de certification pour les obligations vertes ou l'obligation sociale. Elle demande en fait s'il existe un tel mécanisme pour assurer la transparence sur le marché. Monsieur Ouedraogo. Seulement des problèmes communs au marché obligataire, ce sont des problèmes qui sont communs à l'ensemble des compartiments des marchés, y compris le marché des actions, mais également, comme vous le savez, au niveau des PME, cette question de transparence-là est toujours posée lorsque ces PME-là viennent solliciter le marché ou lorsque les PME veulent intervenir donc sur le marché. Alors, au niveau du marché financier, ou du moins au niveau du CREPMF, ce que nous avons fait ou ce que nous faisons dans un premier temps, c'est que nous nous assurons d'abord que les informations financières qui sont communiquées aux investisseurs sont des informations qui sont, comme on le dit, sincères, qui sont exactes, mais qui permettent aux investisseurs également de prendre leurs décisions. Alors, c'est pour cela que pour les sociétés cotées, mais également pour les acteurs du marché, nous avons un dispositif d'approbation donc des commissaires aux comptes. Alors, ce dispositif nous permet de nous assurer que les commissaires aux comptes de ces différents intervenants ont les moyens humains, les moyens matériels nécessaires pour accomplir leur mission. Alors, nous avons révisé ce dispositif il y a 2 ans, il y a 2 ans de cela, pour prendre en compte les expériences que nous avons vécues sur l'ancien dispositif qui existait. Alors, le deuxième niveau sur lequel nous essayons de jouer un peu sur les questions de transparence, en tout cas pour les améliorer, c'est que nous sommes également dans un processus d'amélioration du cadre de la communication financière des émetteurs. Au départ, nous avons juste un cadre de diffusion d'informations financières et maintenant ce cadre est en train d'évoluer vers la mise en place d'une véritable communication financière des émetteurs. Et je pense que dans les mois à venir, ce dispositif sera certainement finalisé dans le cadre général de la revue générale de nos textes de base, afin que ce dispositif-là puisse permettre, en tout cas un tant soit peu, d'améliorer la transparence. Alors, pour en revenir un peu à la question que vous avez posée, notamment sur le dispositif, le mécanisme donc de vérification pour ce qui concerne donc les émissions d'obligations durables, sociales et vertes,
Lorsque vous examinez un peu le guide que nous avons publié, comme je le disais, ce guide-là s'inspire des recommandations qui ont été formulées par l'Organisation des commissions de valeurs au niveau international. Alors, lorsque vous prenez les recommandations, je pense les recommandations 6 et 7, qui demandent à ce que les régulateurs puissent mettre en place des dispositifs qui permettent aux émetteurs donc d'obligations GSS, comme on l'appelle, Green Social and Sustainable Bond, de pouvoir communiquer avec le marché. Alors, lorsque vous regardez le guide que nous avons publié en tout début d'année, au mois de mars, sur la partie émettre donc des GSS en 5 étapes, parce que nous avons aussi voulu avoir une approche pédagogique pour essayer d'expliquer le plus simplement aux émetteurs comment est-ce qu'il faut faire une émission de GSS. Alors, lorsque vous regardez à l'étape 5, l'élément est très explicatif. On dit « j'informe et je communique ». Alors, tout simplement pour dire que lorsque vous voulez faire une émission de GSS, vous devez d'abord informer les investisseurs sur la destination des fonds et ensuite, vous avez l'obligation de faire une communication permanente qui permet aux investisseurs, parce que ceux qui investissent dans ce genre de produits, ils attendent en retour un certain nombre d'informations de la part des émetteurs. Donc, une fois que vous avez utilisé les fonds pour réaliser donc les investissements que vous avez voulu réaliser ou orienter donc les fonds vers la destination à laquelle vous avez indiqué, notamment dans les notes d'information, vous avez donc nous avons recommandé que les émetteurs puissent communiquer également de façon permanente sur l'efficacité donc de ces investissements qui sont réalisés et sur un certain nombre de sujets en rapport donc avec cette opération ou ces émissions. Alors, c'est pour vous dire que si vous prenez le guide, vous avez un dispositif qui permet donc de mettre un peu plus de transparence sur qu'est-ce que je veux faire avec les fonds qui sont levés et en retour, qu'est-ce que ces fonds-là ont permis de faire et ces fonds-là ont permis d'avoir comme résultat. Alors, je veux juste terminer sur ce point-là pour dire également qu'en 2009, nous nous sommes rendus compte que, parce qu'avant 2009, les emprunts obligataires étaient systématiquement garantis. Alors, nous nous sommes rendus compte que le fait que les emprunts obligataires soient garantis, les investisseurs ne faisaient pas l'effort de l'analyse des opérations qui leur étaient présentées, mais également de l'autre côté, les émetteurs ne faisaient pas un certain nombre d'efforts pour améliorer leur transparence. Alors, nous avons introduit la notation. Et cette introduction nous a permis aujourd'hui, on va dire, d'améliorer un tant soit peu les questions de transparence dans la mesure où la notation des opérations financières qui sont réalisées sur le marché sont faites par des agences indépendantes de l'émetteur qui permet donc d'avoir une estimation, en tout cas une idée, une appréhension, en fait, une idée sur le risque de crédit de l'émetteur. Alors, donc, ce sont un certain nombre de dispositifs comme ça que nous avons mis en place qui nous permettent donc d'améliorer ou du moins d'apporter un peu de solutions aux questions de transparence. Transparence, bien sûr, bien sûr. Bien sûr, monsieur Ouedraogo, merci. Les investisseurs, donc, comme vous l'avez dit, s'attendent à un impact en relation avec leurs investissements verts ou sociaux. Je vais maintenant me tourner vers monsieur Alidou et lui demander un peu, ça c'est une question qui nous est parvenue des participants, quelle est la différence, ou plutôt quelles sont les différences spécifiques entre les social bonds COVID et les autres bons émis régulièrement par les États de l'UEMOA? Et la question suivante, c'est de savoir s'il n'y a pas un risque de fragmentation du marché en créant de tels types d'instruments, monsieur Alidou. Et ensuite, je vais compléter par la question de monsieur Bongué Florent, qui a une question cette fois-ci sur la coupe des taux. Il demande en fait quelles sont les difficultés liées à sa construction dans la zone UEMOA, ou quelles ont été les difficultés liées à sa construction. Rapidement, monsieur Alidou, parce que nous manquons de temps et nous avons encore plusieurs questions à poser aux panélistes. Merci.
Merci, M. Ménard. Je vais essayer d'être le plus synthétique possible. Alors, la première question, différence entre bon Covid et les autres titres. Fondamentalement, on parle déjà de bon du Trésor maturité 3 mois. Donc, cet instrument, une fois qu'il est émis, c'est un bon du Trésor maturité 3 mois. Il n'y a aucune autre spécificité. Le seul point, c'est le contexte dans lequel il a été émis. Il a été émis pour servir de bridge loan par rapport à des fonds attendus par rapport à des partenaires. Donc, ça, c'est côté émetteur. Et de l'autre côté, vu le contexte Covid, la Banque centrale vient apporter aux investisseurs la possibilité de présenter ces titres au niveau des guichets de refinancement. Donc, ce ne sont pas des produits différents, ce sont des bons du Trésor à maturité de 3 mois. Et une fois qu'ils sont émis, ils suivent leur cycle de vie, ils ont le même fonctionnement que les autres obligations. Ça, c'était pour la première question. La deuxième question sur les difficultés rencontrées sur la courbe des taux, elles sont diverses et variées. Le premier point va remonter déjà à la stratégie d'émission des émetteurs, puisque si vous voulez une courbe de taux qui soit la plus proche des conditions de marché, il faudrait que les émetteurs soient présents sur différents points de courbe. Ce qui est parfois moins évident, parce que ça dépend aussi de l'appétence des investisseurs sur la maturité long terme notamment. Et l'autre point, non des moindres, c'est le fait que le marché secondaire ne soit pas encore suffisamment développé pour y relever des prix transactionnels qui pourraient venir alimenter les points de courbe. Donc, c'est stratégie d'émission des émetteurs et niveau de dynamisme du marché secondaire. Merci, M. Alidou. Monsieur Salaou, une question pour vous de la part de Stéphanie Capdeville. Y a-t-il également des dispositions similaires en cours dans le développement de la finance verte en Afrique centrale, dans la zone CEMAC en particulier? Et puis, une question aussi additionnelle de M. Choulet, Jacques Junior, qui demande qu'est-ce qui explique qu'au sein de la CEMAC, les États n'ont pas sollicité le marché financier régional pour lever des fonds dédiés à la lutte contre le Covid-19. Monsieur Salaou, en quelques minutes. Merci, Monsieur Ménan. La finance verte, disons que Monsieur Guy sait ce que j'en pense personnellement. Bon, je dis déjà qu'on n'a pas disons, de produits spécifiques. Déjà, nous, ici, nous n'émettons pas de gaz. Hein. Nous sommes à 0,00%, pas de pourcent. C'est nous qui produisons au contraire je vais dire, l'oxygène pour le monde entier, qu'on devrait même vendre. Jusque-là, je ne comprends pas que les gens vendent le pétrole, le gaz, etc., et que nous, on ne vende pas notre oxygène que nous donnons gratuitement au monde entier. Donc, personnellement, c'est une question que, pour moi, chez nous, ça devrait être superflu, mais toujours est-il que les États peuvent le faire. Pour l'instant, ce n'est pas fait. Alors, s'agissant de la deuxième question, je crois que mon prédécesseur a répondu. Il faut éviter des appellations gadgets pour rien. Et comme il a dit, c'est vraiment... Nous avons des titres publics de 3 mois. Hein. Et donc, créer un produit spécifique, pourquoi? Pour dire simplement afficher, non. Nous avons, comme il a dit, le produit qu'ils ont créé, il est un produit ordinaire comme les autres. Peut-être il faut afficher. On a des titres de 3 mois, on a des titres, ça varie d'à peu près 3 mois pour les titres à court terme, de 3 mois à 1 an, et puis pour le long terme, c'est à l'infini. Donc, on n'a pas de problème particulier. Tous ces titres sont liquides, sont pris en collatéral par la Banque centrale. Et c'est admis au marché monétaire, au marché interbancaire, etc. On ne voit pas pourquoi on va créer un produit spécifique juste pour faire un peu affichage. Et donc, nous n'avons pas de problème particulier. D'ailleurs, les États, comme vous avez remarqué, ont bien levé beaucoup d'argent, hein, sur la base des produits qui existent déjà. D'accord, c'est bien noté, Monsieur Salaou. Une question de Monsieur Jacques Junior Choulet.
Pour certains analystes, le taux des obligations d'État entre 5 et 6,5% est élevé et pourrait constituer un obstacle aux émissions obligataires d'agents économiques privés qui recherchent une réduction du coût de leur financement. Qu'en pensez-vous? Je pense que là, M. Guihi pourrait peut-être donner une réponse rapide en 30 secondes et puis éventuellement si M. Harouna, en tant que régulateur, peut aussi donner son avis. Si vous permettez, je souhaiterais aussi me prononcer là-dessus. Oui, merci Guy. Mais il faut dire que les 5-6 points, comme on le dit là, ça dépend vraiment des conditions d'abord économiques, ça dépend aussi de l'appétit des investisseurs, ça dépend même aussi de la stratégie d'émission du gouvernement lui-même, ça dépend aussi du marché secondaire, la dynamique du marché secondaire, comment est-ce qu'il est structuré, quels sont les différents acteurs qu'on a dans ce marché-là. Alors nous, ce qu'on fait au niveau de la Banque africaine de développement, c'est d'abord élargir la base des investisseurs. Et on voit que quand il y a plus d'investisseurs qui interviennent sur le marché et sur le marché secondaire, ça peut avoir une influence sur les taux à la baisse. Voilà, sans ignorer que l'un des facteurs qu'il faut prendre en compte dans les différentes zones, il y a l'inflation, qui est vraiment une donnée économique. Il y a comment on appelle ça, la politique fiscale, il y a la politique budgétaire, donc il y a la politique monétaire, il y a tous ces paramètres dont on doit tenir compte si on veut que les taux aillent à la baisse. Merci. Merci, M. Salao. Vous voulez intervenir sur oui, tout à fait. Dans le sens, oui, tout à fait. Merci. Dans le sens de M. Guy, je dois dire que l'autre facteur, c'est la disponibilité de la liquidité. Et puis, ça dépend aussi, il l'a dit, du profil de risque de chaque État. Dans notre zone, par exemple, sur les BTA, qui sont des titres à court terme, le Cameroun lève à il les informe sur sa politique fiscale, sa politique des finances publiques, etc. Et, les rassure quant au bon dénouement de toutes ces émissions, etc. Ça dépend vraiment non seulement du dynamisme de tous les acteurs, mais surtout de l'État. Ça dépend de sa politique de communication. C'est bien noté, M. Salao. Merci pour ces précisions. Nous sommes presque au terme de ce webinaire. Nous avons excédé d'une demi-heure ce sujet passionnant. Mais avant de clôturer, il est important donc de faire un tour de table et de poser une dernière question à nos panélistes. Réponse attendue en 30 secondes maximum, s'il vous plaît. Comment envisagez-vous vos marchés respectifs au sortir de cette crise? Et pour les DFIs, qu'est-ce qui, selon vous, devrait permettre aux marchés obligataires de ces deux zones de faire un bond qualitatif important après cette période de crise? Nous allons commencer avec M. Judicaël Guihi en 30 secondes rapidement. Merci Guy. Au fait, c'est comment je vais dire, que ce soit pour les deux zones ou bien que ce soit pour toute l'Afrique, nous avons vu que les marchés obligataires libellés en monnaie locale sont des marchés résilients. Ils sont résilients et ils s'adaptent. Voilà, donc c'est des marchés auxquels on doit faire confiance et venir sur ces marchés-là plus souvent que de faire confiance aux eurobonds ou bien aux euro-dollars. C'est vraiment des marchés compliqués dans lesquels nous sommes les petits joueurs. Les marchés qu'on maîtrise, ce sont nos marchés locaux. Et avec la pandémie de la COVID-19, on a bien vu que ces marchés-là pouvaient faire face et pouvaient financer une grosse partie de notre économie. Merci. Merci, M. Guy. M. Harouna, comment entrevoyez-vous, comment envisagez-vous donc le marché de la zone ouest africaine au sortir de cette crise? Alors, au sortir de cette crise, permettez-moi d'abord de rappeler que l'initiative du G20 sur le moratoire de la dette déjà a commencé à poser un certain nombre de problèmes, notamment sur le fait que certaines agences de notation ont commencé à revoir, donc dans une perspective négative, les notations des États. Donc, ce qui va faire que l'intervention des États va se renchérir sur le marché des euro-obligations. Alors, je pense que ça, c'est une opportunité pour les marchés en monnaie locale de jouer véritablement leur rôle
et de pouvoir capter les interventions des États qui normalement, en d'autres temps se faisaient sur le marché des obligations, mais d'inciter les États à beaucoup plus regarder au niveau local parce que il y va aussi du développement économique, donc de la zone et de la mise à disposition des mécanismes de financement des économies. Je pense que c'est également tout l'intérêt. Allez-y. Désolé. Oui, je disais que c'est également tout l'intérêt en fait de la vision que nous avons définie pour le marché financier, à savoir de faire de ce marché une place financière africaine attractive pour un financement durable donc de nos économies. Alors, si vous me permettrez très rapidement, je voulais terminer par le fait que la pandémie à coronavirus également nous a laissé constater que le plateau technique dans nos États où les infrastructures sanitaires méritent donc un regard assez attentif en termes de financement. Et je pense que la mise en disposition, ou du moins la mise en place d'instruments adaptés justement pour financer ce type de besoins, aujourd'hui est indéniable. On ne peut pas continuer à utiliser les mêmes instruments financiers pour financer ces besoins qui sont assez particuliers et ces besoins qui ont leur spécificité. Merci bien. C'est bien noté, M. Ouedraogo. Merci, M. Alidou. Quelques mots sur la question. Oui, bon, déjà, ça serait bien qu'on sorte de la crise le plus vite possible, mais pour le marché des titres publics, je pense qu'il a pu démontrer sa capacité de résilience, même dans un contexte de crise. Et donc, on espère en tout cas cela va impacter substantiellement son positionnement par rapport aux différentes sources de financement auxquelles les États peuvent recourir dans leur stratégie d'évolution. Bien sûr, il y a des challenges à relever. Vous parlez de bons qualitatifs. Je pense que le développement du marché appelle une stratégie, on va dire, multidimensionnelle, puisqu'il y a différents axes à régler. Il faut consolider les acquis, il faut diversifier la base d'investisseurs, ça a déjà été évoqué. Mais en tout état de cause, il faudrait miser sur les marchés souverains locaux pour permettre, entre autres, le développement d'une dette corporate qui est évoquée dans les questions tout à l'heure. Bien sûr. Merci, M. Alidou. M. Salao, votre intervention sur la question. Merci, M. Bénin. Je fais mienne toutes les observations de M. Alidou. Donc, j'ajouterai deux actions spécifiques. Je crois qu'il l'a dit en filigrane, c'est d'abord de sensibiliser les États sur l'efficacité de ce marché. C'est un marché qui est créé pour eux et qui leur permet de se procurer des ressources au montant suffisant et surtout moins cher. Et tout à l'heure, quelqu'un a posé la question de savoir est-ce que 5-6%, c'est pas cher? Non. Je crois que sur les eurobonds, c'est nettement supérieur à ça. Donc, non seulement le coût est plus élevé ailleurs, mais en plus, il y a d'autres risques qui sont liés aux eurobonds qui n'existent pas sur les marchés des titres publics locaux. La deuxième action, c'est vraiment de développer les marchés à la fois primaires et secondaires grâce notamment à une meilleure politique et d'information et d'éducation financière. Le CIMA, je crois que c'est la CIMA, non? C'est la CIMA, c'est la conférence. La CIMA, la conférence interafricaine d'assurance, qui couvre les deux zones, Afrique de l'Ouest et Afrique centrale, avait fait une étude justement sur les raisons pour lesquelles les sociétés d'assurance ne souscrivent pas beaucoup à ces titres, qui devraient être les principaux outils de placement de leur trésorerie. On s'est rendu compte que ces institutions, qui sont pourtant des institutions fortes avec des cadres de très grande valeur, etc., n'étaient pas du tout informées et ne savent pas quels sont les mécanismes de fonctionnement de ce marché. Donc, il faut une éducation financière à tous les niveaux. Et au niveau de la CEMAC, avec la Banque mondiale et la BAD, nous pensons entamer, en tout cas lancer une action d'éducation financière même à la base, voire à partir peut-être de l'école secondaire, pour permettre à la population de comprendre le fonctionnement de la finance en général. Voilà les actions qui sont en cours et qui devraient, à notre avis, permettre le développement de ce marché qui est très, très utile pour nos États.
Merci, Monsieur Salao. Je vais juste résumer. Donc, sensibilisation des acteurs, besoin d'éducation financière, assistance continue des DFIs et notamment de la Banque africaine de développement, adéquation des produits aux besoins des pays africains, élargissement donc également de la base des investisseurs pour le développement des marchés des capitaux en monnaie locale. Je voudrais une fois de plus dire un grand merci à nos panélistes, Monsieur Judicaël Guilly, chargé d'investissement à la Banque africaine de développement et membre de l'équipe de l'African Financial Markets Initiative, AFMI. Monsieur Haruna Ouedraogo, chef du service des opérations financières au Conseil régional de l'épargne publique et des marchés financiers. Monsieur Abdoulaziz Alidou, responsable du développement du marché des titres publics à Humo à titre. Et Monsieur Aboubakar Salao, qui est le gestionnaire de la cellule de règlement et de conservation des titres au sein de la Banque des États de l'Afrique centrale et également responsable de la fusion des marchés financiers de la CEMAC. Merci aux panélistes. Merci également à l'audience d'avoir assisté à ce webinaire. Désolé pour le temps. Il est 14h30 en temps local. Si vous avez des questions qui n'ont pas obtenu de réponse, ne vous inquiétez pas. Nous vous ferons un plaisir de les transmettre après les avoir soumis à nos panélistes. Ce jeudi 30 juillet, nous organisons en collaboration avec Infrastructure Consortium for Africa et TCX Fund un webinaire, cette fois-ci en anglais, sur les tendances en matière de financement des infrastructures en Afrique. N'hésitez pas à visiter notre site web mfw4k.org pour vous inscrire. Une fois ce webinaire terminé, vous verrez un sondage s'afficher sur votre navigateur. Merci de bien vouloir nous donner vos opinions et commentaires. Vous recevrez également un courrier électronique dans les 72 heures avec un lien pour visionner l'enregistrement de ce webinaire. Au nom de Making Finance Work for Africa, au nom de la Banque africaine de développement, de AFMI, du Conseil régional de l'épargne publique et des marchés financiers, de Humo à titre et de la BEAC, je vous souhaite une excellente santé. Je vous remercie pour votre participation et soyez prudents. Merci à tous et à très bientôt. Merci beaucoup. Merci, Monsieur Salao. Merci, Monsieur Alidou. Merci,